L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche, avec ma consoeur Billy Gaël-Laibi, nous recevons pour vous Anselme Amoussou. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Il est également le secrétaire général adjoint de la CSI Afrique, la Confédération syndicale internationale qui comprend 52 pays et 18 millions de membres. Il a également noté qu'il est le représentant des travailleurs au sein du comité de suivi des accords de partenariat ACP-UE qui s'entend comme l'Afrique Caraïbes-Pacifique, Union européenne. Il est membre du Conseil économique et social, ancien vice-président du Conseil national du dialogue social. Avec lui, il sera question essentiellement de la fête des travailleurs, des revendications des travailleurs. Nous parlerons sans nul doute des événements du 1er mai dernier, ceux du 27 avril passé, et nous ferons également, nous allons recueillir pour vous quelques commentaires au sujet des projections liées au 11 mai prochain. Bonjour à vous, Anselme Amoussou. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci pour la disponibilité. C'était pas facile. Billy Laibi, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors, Anselme Amoussou, pour la première question, avant de vous laisser à Billy Gaël-Laibi, dites-nous comment les travailleurs béninois ont célébré le 1er mai, la fête du travail, le mercredi passé. Oui, c'est encore frais dans la tête de tout le monde que cette journée a été célébrée dans la douleur par les travailleurs qui avaient décidé de se réunir à la bourse du travail pour, disons, manifester leur mécontentement suite aux événements du 27 avril dernier. Et malheureusement, dans la nuit du 31 au 1er, encore une fois, la bourse du travail a été bouclée avec des contingents de policiers un peu partout pour décourager un peu les travailleurs de se déplacer vers ce rendez-vous important auquel les avaient conviés les responsables syndicaux. Cotonou a été encore une fois ce 1er mai en état de siège où la libre circulation des personnes et des biens était devenue un problème depuis, non pas seulement dans les environs de la route du travail, mais également jusqu'à Agla, jusqu'à Figueroa. Il était impossible donc de passer. Et le pire, c'est que nous avons vraiment eu la confirmation qu'on est dans un état de plus en plus policier. C'est assez dommage parce que figurez-vous que la police avait les numéros d'immatriculation de pratiquement tous les membres de nos bureaux respectifs. C'est la police. Il y a des gens, oui, ils ont le renseignement, vous êtes des citoyens. Oui, mais la police, vous ne croyez pas que la police a mieux à faire? Dans un contexte qui est le nôtre, la police a mieux à faire. Vous avez été espionné? Pas espionné, mais disons que des gens ont été retournés depuis Figueroa, depuis Akogbato, parce qu'on a juste regardé sur une liste où figurait leur numéro de plaque minéralogique et on les a retournés. Mes 2 adjoints ont été attrapés, interpellés, conduits mani militari vers le commissariat central, puis vers la police judiciaire, pendant qu'ils étaient à Gla, devant la pharmacie à Kange, pour rentrer tranquillement chez eux. Donc, c'est vous dire que, disons qu'on est dans une sorte d'horreur
Et c'est dans cette ambiance que le premier... Est-ce que les mots ne sont pas choisis, ne sont pas forts en quand vous êtes citoyen de ce pays, que vous avez un certain âge, que vous avez vécu ce que nous avons vécu depuis 90, vous vous rendez compte qu'on est en train de dégringoler et donc ça devient quelque chose de pas très beau. Et quand ce n'est pas beau et que c'est affreux, on parle d'horreur. Nous sommes dans une sorte de film cauchemar, où on a le sentiment que ce n'est pas vraiment le Bénin qu'on a connu, ce n'est pas le Bénin que nous souhaitons, où le simple fait donc de pouvoir dire je veux protester, je veux crier que j'ai mal, je veux crier que ça va mal dans le pays ou que ça va mal dans ma vie, on vous l'interdit, vous comprenez que c'est pas quelque chose que nous pouvons accepter facilement. Et donc de ce point de vue, c'est le mot que moi je trouve pour décrire ce que nous avons vécu le 27 et le premier. Donc le premier a été une confirmation du 27, étant entendu que le premier, la CSTB a décidé également de faire une marche en partant Quel était l'objectif de la marche de la CSTB le premier? Écoutez, c'est les mêmes objectifs pratiquement que la marche du 27, c'est-à-dire... marcher contre la vie chère et pour la violation des libertés, parce qu'aujourd'hui, on se sent de plus en plus dans une sorte de camisole de force où vous ne respirez pas en tant que citoyen. Moi, j'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi le premier comme date de meeting en fait? Pourquoi le premier qui est comme le jour où on célèbre la journée de la fête des travailleurs? C'était la date indiquée, justement, c'est parce que c'est notre date. C'est la date des travailleurs. Vous pensez que c'était le meilleur moment pour mieux se faire entendre? Oui, absolument. C'était un des meilleurs moments. Dans tous les cas, tous les moments sont bons. Dès lors que vous décidez d'exprimer le mal que vous ressentez, tous les moments sont bons. Vous n'allez pas demander à un enfant qui a faim, vous n'allez pas lui indiquer les heures auxquelles il doit pleurer. Quand il a envie de pleurer, quand il ressent le besoin de pleurer, quand il a mal qu'il doit pleurer, il doit crier. Donc ce moment-là, c'est lui qui le choisit. Ça s'impose à lui par les circonstances de sa vie et c'est ce que nous avons voulu faire. Et comment expliquez-vous la cherté de la vie que connaît le pays actuellement? D'abord, je dois dire que mon premier rôle à moi n'est pas d'expliquer la cherté de la vie. C'est pas ça. Je le laisse au gouvernement. Mais qu'attendez-vous du gouvernement alors? Ce que nous attendons du gouvernement, voyez-vous... Est-ce que vous sortez dans les rues pour protester contre la vie chère? Le gouvernement, selon son porte-parole, selon les autorités les plus indiquées, a pris des mesures pour quand même atténuer ces effets socio-économiques. Mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement actuellement? Est-ce que les mesures sont efficaces? Non. Moi, je ne dénie pas au gouvernement qui n'a pas pris des mesures. On a vu des mesures qui ont été implémentées, on en a vu qui ont été annoncées, qu'on attend toujours. Dans tous les cas, je ne veux pas dire que le gouvernement est resté inactif. Mais moi, je suis citoyen, je suis travailleur. Et lorsque vous prenez des mesures qui ne sont pas, dont l'impact n'est pas durable, n'est pas visible, vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous le dire. Parce que, en fait, quand on parle de partenaires sociaux entre gouvernement et syndicats, chacun est dans son rôle. Et notre rôle à nous, c'est d'interpeller, c'est d'attirer l'attention. Dire attention, ici ça ne va pas. Ah là, c'est bon, tu as bien fait. Mais quand ça ne va pas, c'est notre rôle de le lui dire. Et quand chacun de nous comprend sa position et son couloir, lorsque le syndicat proteste, c'est un élément de repère pour le gouvernement pour pouvoir ajuster et mieux faire. Le débat, la ministre de la fonction publique a privilégié le dialogue. Pourquoi ça n'a pas été? On est toujours dans le folklorisme habituel et vous comprenez que c'est parce que le dialogue n'a pas fonctionné qu'on a voulu protester publiquement. Il n'y a pas si longtemps quand même les travailleurs ont obtenu une revalorisation salariale en plus de relèvement de SMIC et tout ça. Que reprochez-vous concrètement en dehors de la cherté de la vie? Que reprochez-vous? C'est le refus de dialoguer. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement n'est pas le bon Dieu. Il ne peut pas faire des miracles. Et nous comprenons que le contexte de vie chère n'est pas dû uniquement à l'action du gouvernement. Il y a des éléments extérieurs, comme la Covid, comme la fermeture des frontières, comme la guerre en Ukraine, etc. On en est conscient. Mais quand on est un gouvernement, il faut communiquer. Il faut accepter de discuter avec les gens. Parce qu'on a besoin d'entretenir le sentiment qu'on a parlé au chef qui doit écouter, on a parlé à l'autorité qui doit écouter. Et de se dire, comme on lui a parlé il y a une semaine, on lui a parlé il y a 2 semaines, on peut faire patienter les gens, on peut espérer. Mais on nous tue même cet espoir de pouvoir parler. Donc, il n'y a pas de dialogue. C'est un refus, un mépris, une suffisance. Vous estimez qu'il y a du mépris? Il y a du mépris, il y a de la suffisance. De la part de qui?
de la part du gouvernement. Vous avez été vice-président du Conseil national du dialogue social. Au sein de ce creuset d'échange, qu'est-ce que vous y faites concrètement? Dites-nous. En fait, sans langue de bois. L'installation du Conseil national du dialogue social fait suite à la signature de la charte du dialogue social. On a signé la charte, je crois, en 2017 avec le gouvernement. Et dans la foulée, le Conseil a été installé. Et quand vous prenez la charte, les éléments constitutifs de la mission du Conseil national du dialogue social sont dedans. Entre autres, vous avez les devoirs des trois parties. Parce que le Conseil national du dialogue social est tripartite. Il y a les employeurs, il y a le gouvernement, les travailleurs, en nombre égal. En nombre égal. Et l'un des rôles principaux, c'est justement de fluidifier le dialogue social, de former les acteurs du dialogue social, d'anticiper sur les crises et de faire en sorte que ce creuset soit l'avant-garde de la discussion et de la concertation entre les différents acteurs du dialogue social. Mais étant membre de ce creuset, est-ce qu'il y a réellement dialogue entre vous, les différentes parties? Est-ce que entre les responsables des centrales et conférences syndicales, avec les gouvernants, puisqu'on voit les images, vous échangez dans les couloirs, dans les coulisses plutôt, est-ce qu'il y a entente? Est-ce qu'il y a dialogue? S'il y avait des dialogues, s'il y avait un dialogue efficace, sincère, s'il y avait vraiment une implication de toutes les parties pour mettre cet outil au cœur de la gouvernance, on n'en serait pas là aujourd'hui. En réalité, nous avons une caricature de dialogue. On a un creuset de dialogue social qui s'est transformé en un grand folklore où chacun communique, surtout le gouvernement vient juste communiquer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, avec la presse, et puis après à l'interne, vous n'avez aucun résultat. On doit produire des résultats. Regardez la grande commission de négociation au gouvernement central, qui a été, disons, reformatée, avec la présence des employeurs désormais. Donc, elle est devenue tripartite. Donc, les conditions sont réunies pour que nous produisions des résultats. Et on ne produit pratiquement pas de résultats. Je vais vous donner un exemple. Lorsque on est obligé d'aller négocier au palais de la présidence pour avoir l'amélioration des salaires, c'est l'échec des cas de dialogue social. Parce que ce n'est pas le lieu de discuter, de dialoguer et de négocier. Normalement, le chef de l'État est représenté par des gens qui sont dans le projet de dialogue social. Et c'est parce qu'on a échoué, justement, qu'on se retrouve au palais de la présidence pour produire quelque chose. Le chef de l'État est mal représenté? Non, attendez, je vais revenir là-dessus. Le deuxième exemple que je donne, les plus récents, c'est la situation des AME, qui a été quelque peu améliorée la dernière fois par les annonces du ministre des Finances et de l'Économie. Vous avez vu là où ils sont allés discuter avec les AME? C'est au ministère des Finances. Le ministre des Finances ne préside pas la commission de négociation. Il n'était pas membre du Conseil national du dialogue social. Pourquoi on est allé là-bas? Parce que justement, ça a échoué là où on devait discuter normalement. Et donc, ce sont des éléments... Il y a une incohérence dans la démarche, dans la coordination de l'action gouvernementale. Je pense que nous avons affaire à des gens, notamment le chef de l'État, qui croit très peu, je crois, dans les vertus des négociations et du dialogue social, qui croit très peu dans les vertus de la collaboration entre le syndicat et le gouvernant. Et il y a aussi le fait que quand vous déléguez un pouvoir, parce qu'il a délégué son pouvoir au ministre Abdoulaye Biotchani, quand vous déléguez un pouvoir que vous ne déléguez pas l'autorité qui l'accompagne, c'est que vous avez des gens qui se font semblant. C'est ce qui arrive souvent, parce que quand vous posez les problèmes, le ministre Abdoulaye Biotchani est obligé de dire on va rendre compte. Les membres du gouvernement qui arrivent sont obligés de dire on va rendre compte. Et de compte rendu en compte rendu, vous n'avez pratiquement jamais aucun résultat. Donc quand vous déléguez un pouvoir à quelqu'un pour négocier en votre nom, faites en sorte qu'il ait l'autorité de pouvoir décider quand il est en face des partenaires. Donc de moins en moins, nous croyons en ce creuset de négociation où nous siégeons et où finalement on est dans une perte de temps. Par rapport au SMIG, si vous permettez, par rapport au SMIG et autres, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des effets probants? Est-ce que vous saluez cette avancée du gouvernement? Mais bien sûr, en son temps, moi je l'avais dit, moi je n'hésite pas lorsque c'est bon à dire que c'est bon. Moi je n'ai pas d'état d'âme à dire un gouvernement a très bien fait et à l'applaudir. Parce qu'on a besoin d'avoir ça dans nos rapports. Dans la collaboration. Exactement. Quand quelqu'un a fait, il faut au moins l'applaudir avant de commencer à revendiquer. Donc, on l'a toujours fait sans état d'âme. L'augmentation du SMIC n'a pas été à la hauteur de ce que nous souhaitions. Mais elle a eu lieu. Et c'est important. Des gens sont passés de 40 000 à 52 000. C'est important. Les 12 000 francs permettent de boucher certains trous.
Mais, vous savez, vous faites une augmentation de SMIC à 52 000 et vous refusez de faire la hiérarchisation des salaires qui doit suivre. Or, c'est un élément de solidarité, de justice sociale, c'est un élément Ce dont vous parlez de en d'autres termes, motivation. une illustration de hiérarchisation des salaires dont vous parlez. Normalement, quand le SMIC augmente, le mécanisme de hiérarchisation des salaires permet aux salaires qui étaient au-dessus du SMIC de pouvoir également migrer légèrement. Pas dans les mêmes proportions que forcément que le SMIC, mais ça doit migrer. Je vais donner un exemple concret. Oui. Je suis... le SMIC est... peut-être que moi, je gagne 40 000. Le SMIC passe à 52 000. Donc, je passe à 52 000. Celui qui était à 52 000, il ne doit pas rester là. Si on veut de la motivation et de l'équité. Donc, la hiérarchisation permet de le faire migrer peut-être pour passer à 55 000. Alors, vous comprenez? Oui. Et donc, cet élément qui est connu de nous tous ici au Bénin et ailleurs, a été remis en cause par le gouvernement. Donc, du coup, les effets de l'augmentation SMIC sont dilués dans cette forme de, disons, d'insensibilité à l'impact que pourrait avoir cette mesure-là si on l'appliquait effectivement. Et c'est en raison de cette forme d'insensibilité qu'à à 2 ans de la fin du mandat du gouvernement, vous décidez de faire des marches aux azimuts. Dites-moi, vous ne devrez pas nous féliciter et nous applaudir qu'on ait cru dans les vertus du dialogue social pendant 8 ans sur 10 ans. Moi, je pense que assez souvent, ce débat... Parce qu'avant, syndicats et gouvernement, ça s'entendait bien, il y avait de bonnes relations. Non, en fait, non. Vous avez en face de vous des syndicats qui ont décidé de donner une chance au dialogue social. Voilà, en se disant que nous devons sortir de cette spirale de crise. Et on pense que le rôle du gouvernement, le rôle du syndicat... On pense que les syndicats sont instrumentalisés à des fins politiques. Etc. Donc, on a voulu donner cette chance. Et on l'a assumé. Ça nous a valu ce que ça nous a valu. Ah, Anselme Amoussou, il est ami du pouvoir, il est ami des talents, etc. Certains pensent même que le fait que vous soyez maintenant à 2 ans de fin de mandat, en train de marcher, en train de revendiquer, certains pensent que c'est à des fins politiques. Je vais vous répondre sans état d'âme sur cette question de politisation. Je dis que je parle de moi. Lorsqu'il y a manipulation politique d'une organisation syndicale ou de l'organisation sociale, la faute est à qui souvent? La faute est à la mauvaise gouvernance. La faute est au refus de discuter, de dialoguer. Parce qu'une manipulation politique vient toujours se greffer sur le ferment que constitue la mauvaise gouvernance et, disons, la suffisance, le mépris pour les autres. Donc, si vous ne voulez pas qu'un acteur politique, qui est un opportuniste par définition, ne se jette sur vos problèmes que vous créez pour manipuler les acteurs sociaux, faites en sorte qu'il n'y ait pas autant de problèmes. Donc, moi, je ne vais pas répondre, vous êtes manipulé. Hier, on était manipulé par les opposants à Yahi. Aujourd'hui, on est manipulé par les opposants à Talon. Ça ne va jamais cesser, ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, on n'est plus à ce niveau où quelque chose comme ça va nous gêner. Je dis simplement au gouvernement de jouer sa partition et de faire en sorte que, pour exagérer un peu, on pourrait me mettre dans la mauvaise foi. Regardez, je peux décider en toute mauvaise foi de dire la vie est chère, je vis mal, alors que la vie n'est pas chère. D'accord? Et je décide de le crier. Quel est le rôle du gouvernement? C'est de faire respecter la loi, ma liberté de crier, même de mauvaise foi, et de venir montrer que je suis ridicule, que je suis un menteur. C'est ça que la loi permet. Alors ne dis pas, tu dois m'interdire d'être de mauvaise foi, alors que je suis dans mon couloir et dans mon rôle. On doit cesser de faire le débat. Pourquoi vous devez marcher? Non, on a envie de marcher. La loi nous permet de marcher. On a fait les formalités. On ne veut pas faire de la guerre. On a dit marche pacifique. Le gouvernement doit nous autoriser à marcher. Mais on vous empêche. Lorsque le gouvernement l'a conditionné à une autorisation, est-ce que vous avez cherché à entrer en contact avec lui, l'autorité préfectorale? Pourquoi? Ce n'est pas notre rôle. Entrer en contact avec lui autrement que par le courrier. On t'a saisi en tant qu'autorité administrative. On t'a saisi officiellement par une lettre. Il vous a fait un feedback? On est allé, on a poursuivi le feedback, pas 2 fois, après avoir déposé le courrier, dans tes bureaux.
Et on nous a toujours dit, on vous revient, il n'y a pas encore de réponse. Et à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Et l'autorité décide de ne pas répondre officiellement à un courrier qu'elle a reçu et d'envoyer un communiqué, peut-être même que ce n'est pas lui qui a signé, ça peut être un tract. Il n'a même pas eu le courage de nous notifier ce communiqué comme étant la preuve qu'il nous a parlé. Le communiqué ne vous a pas été notifié? Non, on a juste vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un communiqué du... Là, on parle du 27 avril. Et ça c'était le jeudi, jeudi nuit, pratiquement donc la veille du samedi. Est-ce que c'est l'attitude digne qu'on attend d'une autorité? Le ministre Orula peut avoir son agenda. Il peut avoir son agenda parce qu'on peut le comprendre. Le préfet Orula. Parce qu'il vient de quelque part. Il a besoin de montrer un zèle pour habiter là où il habite. Vous pensez que c'est du zèle? C'est du zèle. On est dans le zèle. On est dans le zèle des partisans de dernière heure. En tant qu'autorité préfectorale, il n'a pas cette prérogative de faire quoi? De conditionner. Oui, il peut. La loi lui permet de nous saisir, de dire, dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas marcher, donc je n'autorise pas cette marche. Et selon d'accord? vous, le fait mais ça n'a pas été spécifié tel. Non, ou de dire, c'est pour ça qu'on lui courait après pratiquement pour dire, on veut la notification. Et le fait qu'on vous empêche de marcher, ça cache quoi selon vous? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui a choisi de violer tous les textes de la République, toutes les libertés, qui a choisi de confirmer son intention de ne respecter que les textes qui s'en l'arrangent. Et ça, ce n'est pas une bonne image. Ça veut dire simplement que c'est un gouvernement qui de plus en plus est aux abois. C'est le sentiment que nous avons. Et qu'on a une gouvernance peut-être qui est de plus en plus solitaire, isolée, et qui se meut pour tout et n'importe quoi. Isolée qui pense, qui se crée... Non, si en tant que gouvernement, vous créez des problèmes politiques avec les acteurs politiques, vous créez des problèmes économiques par ailleurs, ne venez pas jeter le tort sur les acteurs sociaux qui ont besoin d'exprimer leur état d'esprit aujourd'hui. La marche, elle est un appel au dialogue. C'était une manière pour nous de dire, on veut parler avec toi des problèmes de la nation, de nos problèmes. On veut discuter. Mais vous voulez discuter avec qui? Avec le ministre d'État Abdoulaye Biya Tchane ou bien avec le président Patrice Talon? Non, le gouvernement. Si avec le ministre Abdoulaye Biya Tchane, on a des... Mais tout à l'heure, on a compris que vous avez estimé que... Le ministre Biya Tchane, excusez-moi de cette caricature, on a compris que c'est que le qu'on fait avec lui n'est pas du dialogue, c'est ce que je vous dis. Donc ce que nous appelons, c'est un dialogue. Ça peut être porté par Abdoulaye Biya Tchane, ça peut être porté par Mme Matisse. Si c'est du vrai dialogue, où on se parle de façon sincère, où on met les difficultés de la nation sur la table, et que nous, en tant qu'acteurs sociaux responsables, on puisse dire, ah, ça c'est une difficulté de notre pays, nous pouvons patienter. Ça là, on peut accepter une telle mesure, même quand elle est difficile. Mais quand on fait disons, l'impasse sur les échanges, vous voulez quoi? Pendant ce temps, vous avez des membres du gouvernement dont personne ne connaît le salaire, mais qui nous parlent tout le temps de sacrifices. Ils ne sont même pas capables de faire de la transparence sur leurs revenus payés par la nation. Mais où est le dialogue? Où est le respect que l'on doit aux partenaires? Vous parlez tout à l'heure d'équité, là, à ce niveau-là. Ça m'amène quand même à vous poser une question. On fait de la fête du travail. Il y a ces acteurs du privé qui estiment qu'ils ne sont pas trop conseillés par la fête du travail parce qu'ils estiment qu'au niveau des centrales et conférences syndicales, il n'y a pas un travail probant qui est effectué pour contrôler un peu le respect du SMIC et quand même des clauses liées au droit de travail. Quel est le travail qu'on doit faire? Je crois que ce sont des gens qui sont assez loin des syndicats qui peuvent avoir cette opinion-là. Sinon, les travailleurs qui sont avec nous savent très bien le travail que nous faisons. Alors, et ce travail ne consiste pas... Lorsqu'on prend par exemple une serveuse de bar, par exemple, oui, qui travaille, malgré que le SMIC est à 52 000, elle est toujours à 25 000, 30 000, par exemple. Est-ce que vous savez que dans nos confédérations, nous avons des syndicats c'est le moment d'informer, oui. Vous le savez? Non, informer nos amis. Nous avons mis en place à la Voix du Travail le réseau national des travailleurs domestiques, parce qu'on les appelle travailleurs domestiques aussi, même quand ils travaillent dans les bars. Est-ce que vous savez le nombre d'actions que nous avons déjà initiées en direction du gouvernement, le nombre d'ateliers avec l'aide du BIT, on fait un travail formidable. Mais ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas nous qui signons la décision. Nous devons nous adresser au gouvernement. Et si vous avez en face de vous des gens qui ne comprennent pas les vertus de la collaboration, vous avez du mal à produire des résultats. Et nous avons besoin en réalité de créer le rapport de force qui nous permet de mettre la pression sur les gouvernants qui changent d'optique, qui changent de gouvernance. C'est un peu ça le débat aujourd'hui. Donc le débat n'est pas que nous ne faisons rien pour les gens. Au contraire, moi, ma confédération est la première confédération dans le secteur privé. C'est parce que les gens du privé ont voté pour nous. Et nous avons nos fédérations de l'informel
qui savent le travail que nous faisons en termes de renforcement de capacité, en termes de lobbying, de plaidoyer, pour qu'on puisse ratifier un certain nombre de conventions qui les protègent. On est dans ça tous les jours. On aurait aimé produire un peu plus de résultats que maintenant. Et ce qui se fait, c'est que nous sommes 2 ou 3 à rechercher normalement le bien-être individuel et collectif. Si au final, vous avez en face de vous des gens qui sont aveugles, qui sont sourds, vous ne pouvez pas seul produire les résultats à la hauteur que vous souhaitez. Alors, avant d'aller au 11 mai, si vous permettez, Billy Galabi, alors lorsqu'on parle de ce travail-là, que faites-vous aujourd'hui pour juguler un peu tout ce qui est lié au sous-emploi? Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle des gouvernants? C'est le gouvernant. Et ce que nous faisons, c'est de lui d'indiquer les voies qui permettent... Vous savez que le taux est quand même assez élevé. C'est très élevé. Et je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement communique abondamment sur le taux de chômage, qui est relativement faible chez nous. Tout à fait, exactement. Quand on fait les calculs selon les règles du BIT, le taux de chômage au Bénin, il est relativement faible. Parce que justement, les gens acceptent de faire le sous-emploi. Personne ne veut rester à la maison. En fait, très peu de personnes veulent rester à la maison. Même quand vous avez la maîtrise, vous n'hésitez pas à prendre le ZIM pour produire des revenus. Vous comprenez? Tout à fait. Et dans ces conditions, vous êtes un diplômé, un universitaire, vous conduisez ZIM pour vous nourrir. Du coup, vous n'êtes plus un chômeur. Aux yeux donc, de l'OIT, vous n'êtes plus un chômeur. Vous êtes en sous-emploi. Le sous-emploi est... Le faible taux de chômage est l'arbre qui cache tous les problèmes du sous-emploi au Bénin. Le sous-emploi, c'est également un problème pour une économie. C'est un grand problème. C'est qu'on investisse, qu'on crée des emplois, qu'on crée des entreprises, qu'on aide les entreprises, disons, à être dans un certain confort qui leur permet justement de proposer des emplois décents aux gens. Mais le chef de l'État et le gouvernement, ils sont dans quoi? Aujourd'hui, vous avez la zone de... La G10. G10. La zone industrielle de Gouligui. Qui est une très bonne initiative, a priori. Parce que ça a produit des emplois. Moi, je sais qu'il y a des gens, près de 10 000 emplois, selon les chiffres officiels. Mais quand vous passez par là, aux heures de sortie de bureau, vous voyez effectivement le monde qui sort de là, avec des jeunes filles, des jeunes hommes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des emplois qui sont créés là. Mais pendant ce temps, les entreprises, les investisseurs nationaux, qui tenaient le pays à bout de bras par leurs efforts personnels, qu'est-ce qu'on leur a proposé? On ne leur a rien proposé. Les facilités qui ont été accordées aux investisseurs étrangers qui sont à Glodigue, pourquoi on ne peut pas en accorder la moitié à ceux qui s'échinaient à Parakou, les gens qui sont dans l'ANACA depuis des années? Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Là, vous êtes en train de faire des propositions, là. Mais c'est ce que nous avons toujours fait. C'est notre rôle de faire des allez-y, on est quand même curieux d'écouter ces propositions-là. Et on aimerait bien être écouté, ou tout au moins être reçu dans le cadre qui permet... Donc vous estimez qu'il y a des facilités qui sont faites aux investisseurs de la G10 qui ne sont pas faites aux investisseurs locaux? Oui, c'est clair. Allez parler aux employeurs, ils vous diront. Aujourd'hui, il y a des entreprises agroalimentaires qui sont en train de déloger des employés pour la simple raison qu'ils n'ont pas pu suivre la concurrence avec les gens qui sont à GDIZ. Ils ont plein de facilités, d'impôts, de douanes, etc., pendant que les autres attendent et réclament depuis des années. Donc, si vous discutez avec les gens, ils vont attirer votre attention sur ces aspects-là et vous pourrez améliorer. Mais quand vous considérez que vous êtes super intelligent, que vous avez une intelligence absolue, qui n'a besoin de personne, vous estimez que... Vous prenez le risque de prendre des mesures qui finalement n'auront pas l'impact que vous souhaitez. Vous estimez qu'une fois qu'on aura effectué quand même cette facilité aux entrepreneurs, on peut avoir quand même un relèvement des salaires? Écoutez, c'est possible, parce que le bon privé aujourd'hui au Bénin, ce que j'appelle le bon privé... On demande de travailler 8 heures de temps par jour, mais il y a des gens qui travaillent pratiquement 10 heures de temps, 12 heures de temps par jour. Oui. C'est dans les entreprises, d'autres même jusqu'à 14 heures, 15 heures. Oui, absolument. Oui. Et ils sont payés dans les bonnes entreprises. Les supplémentaires dans les bonnes, on en connaît quelques-unes. Ce que nous voulons, les contrats de travail, c'est qu'on ait une majorité de bonnes entreprises. Une majorité de bonnes entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a besoin d'aider les gens. Et ils l'ont toujours dit. Mais quelles sont les mesures concrètes qui sont proposées? Donc, en fait, notre pays aujourd'hui ne souffre pas seulement des problèmes que nous avons. Parce que les problèmes que nous avons, on ne peut pas les régler tous aujourd'hui ni demain. On a besoin juste de créer le cadre qui permet de discuter, d'échanger et de faire patienter les uns les autres et d'adhérer, enfin de créer l'adhésion spontanée des citoyens aux réformes que vous proposez parce qu'ils auraient compris quel est l'objectif
ils auraient compris quel est le bienfait et le bien fondé de ce que vous faites. Mais quand vous n'avez pas ça, et que vous n'avez que, disons, de la menace, des intimidations, des empêchements. Parce que ce qui s'est passé le samedi 27, c'est des menaces. Le premier, c'est des menaces. Parlons des gens qui ont été arrêtés. Certains ont été relaxés, d'autres sont retenus et le 1er mai ont été au tribunal. Ouais. Comment est-ce que vous pensez que leur cas soit traité? Ils doivent être libérés. Normalement. Parce qu'ils n'ont rien fait. On dit, ce sont des travailleurs qui ont été arrêtés. On dit délit d'attroupement. Délit d'attroupement pour 2 personnes qui marchent le long de la route. Pour 3 personnes qui sont debout en train de parler. Délit d'attroupement. On est dans quel pays? Et au vu de cette situation, par exemple, vous appelez encore les travailleurs à marcher le 11 mai prochain. Êtes-vous sûr de pouvoir manifester librement sans que la police ne soit là encore pour tous? Je ne peux pas m'assurer de ça, malheureusement. Or, normalement, je devrais vous répondre oui, j'en suis sûr, parce que c'est dans un état de droit. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la provocation aussi? Pourquoi? Vous voyez un peu le dispositif qui a été déployé le 1er mai dernier, 10 jours après. Donc, on doit reculer à cause de ça. Est-ce que vous ne devez pas échanger avec les autorités compétentes en amont d'abord? Je vous ai dit... Avec la ministre, par exemple, du Travail, Adjette Matisse. Mais on n'a jamais refusé un appel. Vous comprenez votre gouvernement que depuis que nous parlons de la marche, qu'on n'ait pas déjà une date. Mais est-ce qu'avec l'interdiction du 27, du 1er, oui, est-ce que vous avez pris l'initiative de vouloir rencontrer la ministre, par exemple? Non, pourquoi? Puisqu'elle vous a invité à privilégier le dialogue. Elle vous a invité où? À travers la presse? À travers un communiqué. Oui. Vous trouvez que c'est responsable, ça? Pour quelqu'un qui gère le dialogue social, on est en crise, il y a une tension. Le réflexe d'un bon gouvernant, c'est quoi? C'est d'appeler les gens et de dire, je vous invite. Parce qu'on a dit qu'on est toujours prêt pour discuter. On l'a toujours montré. Alors, passer des communiqués comme c'est devenu la mode finalement. Parce que Orula envoie un communiqué pirate. Le ministre. On n'entre pas en contact direct avec vous. Même pas de coup de fil, rien de parce tout ça. Est-ce que vous avez interrogé vos pairs pour savoir est-ce que l'un d'entre eux n'a pas été par hasard contacté par l'autorité ministérielle ou celle préfectorale? Ils connaissent les canaux. Il y a des canaux. Oui, nos secrétariats sont là. Habituellement, on reçoit les courriers. On traite. On répond. Comme le demandait tout à l'heure Billy, mais la dernière fois, le ministre n'a pas envoyé de courrier. Elle a appelé. Elle a appelé chacun de nous. Avant le 27, vous vous souvenez qu'il y a eu une rencontre de grand folklore au ministère du Développement. Mais ça a été fait par coup de fil. On a répondu. Moi, par exemple, j'étais plutôt sceptique. Je me disais, on a besoin d'aller là-bas. Mais finalement, j'ai été convaincu par les mesures. On ne peut pas refuser un appel. Si on y va et que c'est bon, on n'est pas forcément en vocation à marcher. On n'a pas du temps forcément pour marcher. Mais c'est un déploiement d'efforts. Donc, si on peut l'éviter par le dialogue, on le fait. Mais on n'a même pas ça. Allez interroger. Et pour revenir à votre question, madame, je pense que le 11, vous devriez tous être là. Et vous n'avez pas non peur pas de seulement vous faire pour couvrir. arrêter? Pourquoi on devrait avoir peur de ça? Moi, on dit que le gouvernement, il y a des gens qui sont courageux, qui sont têtus. Vous êtes prêt à rester en prison? Ça vous étonne, ça? Pas pour 3 mois, 6 mois. Hein. Ça vous étonne? J'aurais fait quoi pour mériter la prison? Donc vous êtes prêt à défendre on demande simplement au préfet, joue ta partition. Parce que le jeu ne fait pas le préfet le 25 à la veille de notre marche. Quand vous en faites la bonne lecture, vous comprenez qu'on lui a demandé un travail qu'il n'a pas voulu faire, qu'il n'a pas voulu assumer. Parce que le plus simple était de nous écrire pour dire vous ne pouvez pas faire la marche. Peut-être qu'on aurait pris acte. Peut-être qu'on aurait pris acte. Et qu'on aurait demandé à nos camarades ne sortez pas. Mais là, il envoie un communiqué impersonnel. Qui est quand même un avocat, Orula. Oui, qui est quand même un avocat, qui n'est pas bête, qui est très intelligent. Très futé. Et qui est très zélé aussi. Donc pourquoi il ne l'a pas fait? Zélé, je ne sais pas. Allez l'interroger. Et puis il refuse le débat. Je devais être avec lui sur le plateau de l'ORTB. Voilà, parlons du plateau. Vous avez même notifié sur un média que vous avez, comment vous les avez appelés déjà? Les personnes, les maîtres du moment. Les maîtres du absolu du pays vous empêchent de parler, d'être à l'antenne et tout ça. Vous faites allusion au gouvernement. C'est qui les maîtres absolus? C'est qui ceux qui se comportent en maîtres absolus et qui disent vous n'avez même pas le droit de pleurer quand vous avez mal? C'est qui? C'est le gouvernement.
C'est qui refuse de rencontrer les gens pour discuter parce qu'il estime que vous ne valez rien, vous ne représentez rien? C'est qui? C'est le gouvernement. Alors, non, c'est dans l'attitude. Alors, le 11, le 11, quelles sont vos espérances pour le 11? Le 11, est-ce que c'est un défi qui est à relever, c'est-à-dire que on nous a interdit de marcher, nous devons marcher, nous allons marcher? Non. Ou le 11, c'est toujours dans la droite ligne Kader, de poursuivre de façon pacifique les revendications? il y a un test. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne verse pas dans l'affront? Non. Il y a une loi Oui. qui nous permet de manifester librement et pacifiquement quand nous le décidons. Au nom de quoi quelqu'un va venir nous empêcher d'exercer notre liberté? Ça, c'est pas acceptable quand vous êtes citoyen. Mais on peut vous donner l'itinéraire. Il peut modifier l'itinéraire. C'est déjà arrivé. On voulait marcher une année, on nous a dit non, vous ne pouvez pas passer par là. Changez votre itinéraire. On a changé. Mais au moins nous, on nous connaît comme des gens responsables. Pour respecter ce qu'on nous dit. Donc, pourquoi on se refuse d'assumer et qu'on veut juste nous intimider? Vous savez, est-ce que parfois le soutien que vous apporte l'opposition ne prête pas à confusion dans vos différentes actions? L'opposition, c'est des citoyens, non? Avant d'être C'est des ils sont citoyens, citoyens, mais ils sont aussi politiques. Parmi nos militants, là, il y a des partisans non, de l'opposition, non? Il y a des gens qui ont leur carte de membre, non? On ne regarde pas ça. On ne regarde pas ça. Lorsque nous avons fait notre meeting du premier, on a vu des élus du peuple qui étaient là, qui sont venus. Ce n'est pas nous qui les avons invités. Mais vous pensez qu'on devait les chasser? Ils sont venus dénoncer ce que nous dénonçons. Le refus de discuter. Oui, la violation des justement, libertés. est-ce que ce côte à côte là, parfois, ne prête pas à interprétation? Mais ça ne devrait pas. Oui, comme l'a dit tout à l'heure, les politiques sont des opportunistes. Oui. Est-ce que parfois cette acquaintance, à la limite que d'autres pourraient qualifier d'incestueuse, ne pas donner libre cours à d'autres types d'interprétations de la part des gouvernants, par exemple? Non. Oui, mais justement, quand vous êtes un mauvais gouvernant, vous avez cette interprétation. Et la plupart du temps, ils sont conscients de ce qu'ils disent. Hein. C'est juste de la manipulation, le gouvernement. Vous dites, oui, ils se sont manipulés par l'opposition. Et puis d'ailleurs, si vous avez fait ça dans le passé, vous pensez que tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour vous, c'est de regarder, mais pourquoi, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens ne se sentent pas obligés d'aller vers l'opposition en tant qu'acteurs sociaux? C'est ça que vous faites. C'est la bonne réflexion qu'il faut avoir. C'est ça que vous faites. Et faux. Maintenant, vous restez là à chicaner, à condamner les gens, à les suspecter de ci et de ça. Mais nous, on s'en fiche aujourd'hui. On s'en fiche. Si on fait notre marche, on fait une manifestation à la bout du travail, et que le président Yaïboni, en passant, décide de s'arrêter là, on ne va pas refuser. Et je pense que normalement, des gens comme Diogbenou, comme Oden Aladati, comme le chef de l'État, Pratik Talon, devraient être à la marche avec nous. Parce qu'ils ont défendu des valeurs dans ce pays. On les a connus. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas triste pour notre pays de voir Diogbenou, M. Diogbenou, se taire sur une situation comme ça. Tout au moins, l'UPR pouvait sortir un communiqué pour dire « Nous déplorons ». On peut dire ça. On peut trouver les termes diplomatiques. Quand on veut être crédible, quand on est responsable, c'est ce qu'on fait. On ne peut pas du jour au lendemain perdre tout ce qui fait votre surface de cette façon-là. Mais c'est triste pour le pays. Moi, je ne comprends même pas comment ils gèrent leur parti. Je vois le BR, dirigé par le ministre ABT. Moi, j'aurais choisi, en tant que BR, en tant que partisan du BR, de faire un communiqué pour donner ma position sur ce qui se passe. Ça peut me mettre pour soutenir le gouvernement dans sa lubie là. Mais tout au moins, il faut parler. Donc, et après, je reprends mon manteau de ministre de développement et j'ai un autre langage. Mais au moins, le parti doit pouvoir se prononcer. C'est ça le parti, le système partisan qu'on nous donne. Ça n'a aucun sens. C'est triste pour mon pays de voir... Non, mais je regarde... Je me souviens des discours de Odel Andati, de Diogbenou, de Agbang Bata. Et aujourd'hui, je les regarde là, se terrant dans leur trou, comme des gens qui sont apeurés, qui n'ont plus aucun courage. Je dis, mais c'est triste pour le pays. Selon vous, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne parlent pas? Je cherche l'explication. Et je me dis, ça doit être la peur. Sinon quoi? Ou la peur... Moi, dans tous les cas, c'est la peur. La peur dépend des avantages. La peur... Ils sont quoi? Ils sont de la mouvance. Est-ce qu'on se met au sein de la mouvance pour saccager les acquis démocratiques? Ça ne doit pas être ça. Et vous savez, c'est le mal de notre pays. Peut-être que le chef de l'État a besoin juste qu'un proche lui dise « Hé, monsieur le président, ça là, c'est pas bon. » Peut-être que c'est ça qu'il a besoin seulement. Et personne n'ose lui dire. Vous pensez que Patrice Talon n'est pas entouré d'acteurs politiques conséquents? Aucun chef d'État n'a jamais été entouré d'acteurs politiques conséquents. Regarde le ministre Koukaki.
et le ministre Abdoulaye Tchani, je reviens là-dessus, ils ont tout vécu, ils ont tout connu. Ils ont l'expérience requise. Ils ont les âges. C'est des hommes d'État. Les âges qui sont les leurs aujourd'hui. Ça veut dire que eux, si quelqu'un doit défendre les principes et les valeurs, c'est d'abord eux. À votre avis? Dans les thèmes qu'il faut, pas en affrontant leur chef, mais dans les thèmes qu'il faut. Vous avez le sentiment qu'ils jouent ce jeu-là? Et à votre avis, c'est parce que c'est pas un manque de courage ou c'est parce qu'il y a des intérêts à défendre? Dans les deux cas, c'est un manque de courage. Alors, dans les deux cas, c'est un manque de courage. Le courage de perdre des avantages et de se dire, au moins je me regarde dans un miroir, je suis tranquille. Ou peut-être la peur que, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le monde politique chez nous. Est-ce qu'il y a des casseroles, ces choses, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le constat que je fais, c'est que ce n'est pas bon pour nous. Justement, avant de revenir encore au 11 mai, tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure très rapidement, de sommaire et expéditif de la réforme du système partisan. Quel est votre regard sur le personnel politique béninois actuel, en pleine mutation de cette réforme du système partisan? Ce n'est pas brillant. Honnêtement, ce n'est pas brillant. C'est pas brillant. Il parle des hommes politiques. D'accord, les hommes politiques. C'est pas brillant. C'est pas brillant en ce sens que on ne voit personne émerger du lot comme une référence, un repère. On n'en a pas. Aussi loin que porte mon regard, on n'en a pas. Même les anciens, on n'en a pas. Et aujourd'hui, ces partisans auraient pu nous permettre, s'il n'y avait pas autant de, disons, de tentatives d'utiliser ça au profit d'un seul camp, aurait pu nous permettre d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a des partis qui ne sont plus la propriété absolue d'un individu. Quand on regarde de loin, je parle du pouvoir financier. Oui. D'accord? On a des gens qui peuvent se parler. Je vois de temps en temps des gens comme cette institution, je ne veux pas dire le nom, qui apparaissent un peu comme des frondeurs, mais qu'on n'a pas chassé du parti parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut respecter. Tout à fait. Mais aujourd'hui, là, un homme politique, une classe politique peut s'imposer, peut émerger, peut être la référence quand elle sait saisir les occasions pour se distinguer. On a une belle occasion aujourd'hui et personne ne se distingue. Personne ne se distingue. Et selon vous, une dernière question, Kader, le système partisan, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour le pays? J'ai envie de vous dire que je ne veux même pas aborder ce sujet. Parce que non, regardez, ils s'arrivent toujours à s'entendre quand leurs intérêts sont en jeu. Quand ils prennent une loi, ils voient que ça ne va pas, ils repartent à l'Assemblée, ils reprennent. Ça fait des années qu'on demande la loi sur l'embauche reprenez, la loi sur la reprenez, on ne voit jamais personne. Mais quand c'est politique... En fin de compte, nous on ne compte sur aucun homme politique, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. Parce qu'ils sont des opportunistes. Si les démocrates viennent vers nous, c'est de bonne guerre. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils nous aiment. C'est parce qu'ils savent que c'est une occasion pour faire mal à leur adversaire politique. Et vice-versa. Mais nous, tant que des gens sont là, qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, sans état d'âme, on va accueillir. Sans état d'âme. Parce qu'on n'a pas fait un contrat pour souffrir. On n'a pas fait un contrat pour laisser souffrir nos militants. Si ça ne va pas, qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent apporter leur voix au nôtre pour que l'écho puisse remonter vers le chef de l'État et pour qu'il y ait des actions, on est preneur. Alors, on revient au 11 mai très rapidement. Lorsque vous allez marcher le 11 mai, si véritablement vous laissez marcher, que vous n'avez pas gagné de cause, quelle sera la suite? Je ne vais pas dévoiler ici parce que nous, on a déjà fait notre réunion par rapport au 11 mai, par rapport à l'après 11 mai. On a ça. Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'on a atteint un niveau de détermination jamais égalé. En tout cas, pour moi, c'est une expérience que je vis. Et je trouve que je suis tellement révolté par ce que je vois que je me dis, si nous, on ne fait pas le combat, qui va le faire? Et les travailleurs sont prêts aujourd'hui pour faire le combat. Les citoyens sont prêts. Regardez ce qui s'est passé dans Cotonou le 27. Qui aurait pu penser qu'on ait empêché un parent d'élève qui a accompagné son enfant, sa petite fille, pour examen blanc ou TD, qu'on a interpellé, brutalisé devant la fille. On l'a empêché de prendre sa moto. On l'a empêché même de prendre la clé de contact sur la moto. Et on l'a embarqué avec nous. On est allé faire toute la journée à la BEF. Je ne sais même pas s'il a pu retrouver sa moto. Il criait, laissez-moi prendre ma moto, ma clé au moins, laissez-moi prendre ma clé. Laissez-moi prendre ma clé. Non. Vous comprenez que dans un état où, comme le Bénin, on vous enferme, les secrétaires généraux et les travailleurs, on les enferme dans une fourgonnette de la police, et qu'un policier vient nous gazer à l'intérieur pour refermer.
Vous avez subi ça. Là, on est dans... Vous avez subi ça. Est-ce qu'on est dans la République? On est vraiment dans une police républicaine? Non, ça c'est de la torture. Et notre police ne peut pas devenir ça. Et personne ne conteste, personne ne dénonce rien. Et les acteurs politiques sont là. Et vous pensez que les acteurs politiques sont tout à coup nos amis? Non, nous on est très lucides. Hein. En tout cas, nous qui avons initié la marche du 27, les 4 confédérations, la CSA Bénin, la CETB, le NCB, la COSI Bénin, on reste très lucides. On reste très lucides. On a été invité par le, comment ils appellent ça, un conseiller à l'économie de l'ambassade des États-Unis. On y était hier. On y était. Parce qu'ils ont voulu discuter avec nous. On est allé échanger sur la situation et puis ils ont posé des questions auxquelles on a répondu. Et on leur a dit ce qu'on attend d'une nation américaine. Comme les États-Unis qui a des valeurs, qui défend, etc., etc. Donc voilà, autant de situations qui sont créées par l'immobilisme actuel dans le dialogue social, le refus de faire évoluer la situation en décidant de rencontrer les gens pour discuter et échanger. Nous, on est prêts. On n'est pas des apatrides. Et moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas être à la place du chef de l'État ou de son gouvernement. Parce que ce n'est pas facile de gérer un pays. C'est difficile. C'est pour cela que vous avez besoin d'un minimum de concertation pour y aller. Et c'est pour ça qu'on a signé la charte avec eux en 2017. Dans la charte, il est dit clairement que lorsque le gouvernement veut initier des réformes d'envergure, il doit en parler avec les acteurs sociaux, les deux parties, employeurs et travailleurs. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. C'est quoi ça? Comment peut-on penser qu'on peut être intelligent tout seul, un petit groupe? Après, on nous dit, vous n'êtes que 100 000 travailleurs, vous faites du mal au pays. Ils sont qu'une vingtaine. Mais regardez le mal qu'ils font au pays. C'est pire. Monsieur Amoussou, vous êtes SG de la CSA Bénin, pardon. On le sait et peu savent quand même que, peu savent que vous êtes SGA de la CSI Afrique. En tant que membre de cette confédération-là, que comptez-vous apporter de nouveau? La CSI Afrique est le symbole de l'unité d'action syndicale parce que c'est deux entités internationales qui sont mises ensemble pour créer la CSI Afrique avec 18 millions de membres aujourd'hui. Des affiliés dans 52 pays. Donc, c'est un exemple pour nous, un modèle pour que nous puissions travailler à nous réunir, à unir les forces. C'est ça que nous avons commencé à faire avec les autres confédérations que j'ai citées tout à l'heure, parce qu'on a compris que ce qui nous arrive dépend en grande partie de nos faiblesses. Ce n'est pas que le gouvernement est fort, c'est que c'est nous qui sommes faibles. Ce n'est pas que l'employeur est fort, c'est nous. C'est vous qui n'agissez pas suffisamment? Non, ce n'est pas qu'on n'agit pas, c'est qu'on est faible. On a des faiblesses institutionnelles, faible capacité d'autofinancement, et peu de ressources compétentes sur les thématiques importantes du monde du travail, faible capacité à mobiliser les travailleurs, on a nos problèmes. Parfois, il y a même un défaut de démocratie interne dans certaines organisations syndicales. Donc tout cela, nous nous sommes assis, on a dit, il faut qu'on agisse. C'est notre moment, c'est nous qui sommes là aujourd'hui, il faut qu'on agisse. Pour voir comment nous pouvons gommer nos faiblesses. Et revenir maintenant dans le débat avec l'employeur, avec de la qualité. Parce que c'est parce qu'on manque de la qualité qu'aujourd'hui, les gens nous regardent de haut et pensent qu'on ne peut rien apporter à la gouvernance. Il faut qu'on change ça. Mais pendant qu'on change ça, il faut que le gouvernement également agisse pour nous permettre d'avoir un climat social apaisé sans lequel on n'a pas de gouvernance, on n'a pas de développement. Merci à vous, Anselme Amoussou. On vous aura compris, on a encore quelques questions, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. Vous allez gagner le droit dans la caméra robot de droite et dire un mot à l'endroit de tous ces travailleurs, tous ces militants, sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien et savoir véritablement qu'est-ce que vous avez à dire sur l'actualité beaucoup plus en lien avec vos activités syndicales. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelque chose que j'aime bien répéter, qu'il n'y a pas de gouvernement fort, il n'y a pas d'employeur fort, il n'y a que des travailleurs et des syndicats qui refusent de s'organiser pour être forts. Et je pense que nous avons amorcé une sorte de révolution interne au niveau des syndicats, que nous avons besoin de nous faire respecter et de faire évoluer un peu les mentalités dans ce pays. Je voudrais vraiment inviter le préfet Orola à jouer sa partition et à ne pas être celui qui empêche l'expression de la liberté le 11 mai.
et inviter tous les travailleurs du Bénin, tous les citoyens épris de paix et de liberté qui ont mal à leur démocratie et à leur gouvernance, d'être présents le 11 mai à 7h à la route du travail pour que nous puissions nous exprimer bruyamment. C'est le seul moyen aujourd'hui d'espérer que le bruit va réveiller le chef de l'État et qu'il va donner les instructions pour que, enfin, le Bénin puisse être construit par toutes les forces vives qui aspirent à contribuer. Merci à vous, Anselme Amoussou. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité a fait savoir en tant que secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin que la célébration de la fête du travail a été effective dans la douleur. Il a eu à peindre la situation du 1er mai. Il a tenu à rappeler que la CSTB a tenu à marcher contre la vie chère et les violations des libertés. Il a eu à rappeler quelques faits marquants des journées du 1er mai et du 27 avril dernier. Au sujet de la vie chère, il a fait savoir que le gouvernement n'est pas resté inactif. Il reconnaît les efforts du gouvernement, mais pour lui, les mesures ne sont pas efficaces et d'ailleurs toutes ne sont pas effectives. Le rôle des responsables centrales syndicales est d'interpeller le gouvernement, d'attirer l'attention. Il a martelé au cours de cet entretien. Il a eu à dénoncer la folklorisation que le gouvernement fait des rencontres qu'ils ont avec les centrales et confédérations syndicales. Il dénonce également du mépris. Il a dénoncé à maintes reprises. Il a parlé également du Conseil national du dialogue social. Pour lui, le dialogue n'est pas sincère ni efficace. Et parlant de cela, il a eu à apostropher le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a fait savoir que lorsque on délègue un pouvoir à quelqu'un, il faut également lui déléguer l'autorité de pouvoir de décision, de pouvoir décider, bien évidemment. Il a fait savoir également qu'une manipulation politique vient se greffer sur le ferment de l'absence du dialogue et du mépris. Et donc, pour lui, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que les acteurs politiques de l'opposition viennent soutenir des actions engagées par les centrales et confédérations syndicales veut dire que, tout de go, que les centrales et confédérations syndicales sont en accointance incestueuse avec les acteurs politiques de l'opposition, donc que les initiatives sont instrumentalisées. Interrogé sur la question du SMIC, pourquoi il y a des travailleurs de l'informel qui n'ont pas le bénéfice du SMIC, il a fait savoir qu'au niveau de la CSA, par le concours également de bien d'autres unités, il y a eu la création du réseau des travailleurs domestiques et donc il a annoncé, il a fait savoir, autant pour moi, il a fait savoir que d'énormes efforts ont été déployés pour que véritablement ce réseau soit mis en place et que des efforts se poursuivent véritablement pour que l'État puisse prendre conscience et véritablement mettre en place un mécanisme susceptible de pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir sortir du sous-emploi. Il a martelé et insisté sur le fait que le taux de chômage est faible au Bénin, mais il a accepté que le sous-emploi est véritablement élevé et le gouvernement doit se pencher à cela véritablement pour garantir un mieux-être aux populations. Il est conscient du fait qu'on ne peut pas régler tous les problèmes aujourd'hui ni demain, mais tout de même, il y a des choses qui doivent être faites. Pour lui, l'opposition, c'est des citoyens, l'opposition est composée de citoyens, et donc les responsables et centrales confédérations syndicales ne peuvent pas renvoyer des acteurs politiques de l'opposition qui viennent soutenir leurs différentes actions, puisque quand eux, ils font des actions, c'est bien évidemment pour avoir des soutiens. Il a eu à dénoncer l'inertie des partis politiques de l'opposition, des partis politiques autant pour moi de la mouvance présidentielle. Pour lui, ces partis politiques auront pu, il a parlé du cas de l'Union progressiste de renouveau et du Bloc républicain qui auraient pu sortir des communiqués lorsqu'il y a eu des événements du 27 et du 1er mai. Il a fait savoir en fin d'émission qu'il ne compte sur aucun homme politique car ils sont tous des opportunistes politiques. Il a clarifié et fait savoir qu'ils sont très lucides. Lorsqu'il fait allusion ici, il parle de la CSA, de la CGTB, de l'UNSTB, de la COSI Bénin. Il a fait savoir que toutes les centrales et confédérations syndicales sont très lucides et donc qu'on ne pense pas qu'elles peuvent être instrumentalisées à des fins politiques. En fin d'émission, à une question de Billy Gaye-Laibi, il nous a parlé un peu de la CSI Afrique, qui est la Confédération syndicale internationale, qui comprend 52 pays et 18 millions de membres. J'espère que vous avez été fidèle au propos. Parfait. Merci à vous, Anselme Amoussou. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes le secrétaire général, autant pour moi, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la CSI Afrique, la Confédération syndicale internationale de l'Afrique, de la partie Afrique. Vous êtes également le représentant des travailleurs au sein du comité de suivi des accords de partenariat ACP-UE qui se définit Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Vous êtes membre du Conseil économique et social CES. Vous avez été vice-président du Conseil national du dialogue social. Merci à vous, Billy Gaye-Laibi, mon bilo, d'avoir conduit cet entretien avec moi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve dans quelques jours pour notre rendez-vous avec Billy Gaye-Laibi. Bonne suite de programme sur EZAU TV. Portez-vous bien et à très bientôt.